On l'a appris il y a quelques minutes. Vladimir Poutine a admis que la défense aérienne russe était en action ce mercredi au moment où un avion azerbaïdjanais tentait d'atterrir, avion qui s'est écrasé et qui a fait 38 victimes. Le président russe, selon le Kremlin, s'est entretenu avec le président azerbaïdjanais, mais Vladimir Poutine n'a pas indiqué si l'avion avait été touché par ces missiles de défense antiaérienne russe. Alors pour en parler, on est en ligne avec Jean Serra, consultant aéronautique BFM TV. Bonjour et merci beaucoup d'être avec nous. On voit que la piste d'un missile russe est en train d'être de plus en plus accréditée. Là, c'est une reconnaissance presque de Vladimir Poutine. Oui, c'est un grand pas en avant. Il a reconnu quelque chose qui était tellement évident, ne serait-ce qu'à les photos que nous avons vues hier matin de l'arrière de l'avion tel qu'il était criblé. Il était de toute évidence, il avait été percuté par des tas de projectiles qui arrivaient d'un missile, c'était évident. Mais il n'assume pas pour autant, le président russe, que ce sont bien ces missiles de défense antiaérienne qui ont visé, touché, peut-être accidentellement, cet avion. Oui, mais des missiles, qui est-ce qui en lance au-dessus de la Tchétchénie? Ce sont bien les Tchétchènes qui font partie de toute la zone contrôlée par la Russie. Donc qu'il y ait eu des drones, oui. Par contre, qu'il y ait eu des drones et qu'il n'ait pas prévenu toutes les compagnies qui avaient des vols prévus à l'avance qui allaient passer dans cette zone-là en leur disant il y a une zone de conflit, les vols sont interdits, c'est là où ils ont fait une erreur majeure, parce que c'est quand même un vol public avec un plan de vol qui était déposé, qui est parti donc de Bakou pour aller à Grozny. Ce vol était prévu et ils étaient en train de se battre contre des drones en tirant des missiles et sans prévenir un vol régulier qui allait faire cette ligne-là. Quand même, la responsabilité est très lourde. Comment ça se passe, Jean Serra, dans ce type de contexte, de circonstances? Il faut prévenir, on imagine, les pilotes des avions. Comment est-ce que ça se passe? Il y a des communications rapides qui se mettent en place. Est-ce que c'est prévu en amont? Alors, effectivement, dès qu'il y a quelque chose d'extrêmement dangereux qui se passe, les ministères concernés du pays où cela se passe vont avertir tout de suite à la fois toutes les instances internationales de l'aéronautique pour leur dire faites passer le message qu'il y a une zone qui est interdite de survol parce qu'il y a des dangers importants sur place. Et là, les compagnies aériennes sont prévenues. Ces compagnies aériennes, elles peuvent contacter par message radio, elles peuvent contacter tous leurs équipages qui sont déjà en vol, qui sont partis par exemple de Bakou et qui vont vers la Tchétchénie en disant faites demi-tour, n'y allez pas, il y a une zone de conflit en ce moment. S'ils avaient été prévenus, jamais ils n'auraient été sur place et jamais ils n'auraient reçu un missile. Et je rappelle d'ailleurs, Jean Serra, que les premiers éléments de cette enquête préliminaire avaient conclu qu'il y avait une interférence externe, physique et technique qui avait donc causé ce crash d'un avion. Je rappelle aussi qu'hier, l'aviation civile russe avait aussi rejeté la faute sur l'Ukraine en disant que des drones ukrainiens étaient en survol aussi dans cette zone au moment de ce crash. D'accord, mais que l'Ukraine et la Russie soient en conflit, entre autres dans des zones qui sont extrêmement actives dans ce conflit, comme la Tchétchénie, c'est une chose. Qu'il y ait des drones envoyés par les Ukrainiens, c'en est une autre. Mais il n'empêche que les drones ne sont pas arrivés par hasard. Ils les ont vus venir. Ils savaient très bien, les Tchétchènes, ils savaient très bien qu'ils allaient devoir répondre avec des missiles et tout ce qui s'ensuit. Et au même moment, il y a un avion régulier, prévu, qui décolle à l'heure pour aller se poser à Grozny. Et on dit rien à la compagnie. Mais attendez, il y a quelque chose qui ne va pas là. Jean Serra, en plus, ça n'est pas la première fois, en particulier dans ce conflit, que des avions se retrouvent au milieu de tirs avec les terribles conséquences qu'on constate. C'était le cas également en 2014. Eh ben bien sûr, tout le monde se rappelle, malheureusement, il y a 10 ans, le fameux avion le MH17 qui a été abattu alors par des Ukrainiens pro-russes qui étaient équipés par l'armée russe, qui avaient du matériel russe et qui ont tiré sur un avion public. Là également,
c'était un vol, il savait pertinemment que ce vol allait passer, puisqu'il faisait un vol qui allait vers l'Orient. C'était un vol qui était prévu, qui était à l'heure. Tout était fait pour qu'il sache pertinemment qu'il y avait un avion civil avec des passagers à l'intérieur, et ils n'ont pas hésité, ils ont tiré. Nicolas Tenzer est aussi avec nous sur BFM TV. Merci beaucoup d'être avec nous, Monsieur Tenzer. Vous êtes enseignant en stratégie à Sciences Po. Vladimir Poutine a donc appelé son homologue azerbaïdjanais. Il a évoqué des tirs de la défense aérienne russe. C'est une forme de mea culpa ? Écoutez, s'il l'admet, c'est effectivement dire une évidence, parce qu'aujourd'hui, il n'y avait quasiment plus aucun doute sur le fait que le missile tiré contre l'avion de l'Azerbaijan Airlines venait de la Russie. Il y a eu aussi de fortes pressions du côté du président Aliyev, le président azerbaïdjanais, pour que Poutine dise un certain nombre de choses. Donc même si les deux pays sont alliés, vis-à-vis de la population d'Azerbaïdjan, il était quasiment impossible au président de dire quelque chose qui soit complètement faux et d'imaginer qu'on puisse retarder, je dirais, l'évidence ou tout simplement l'énoncé de cette évidence. Oui, il y avait trop de preuves en fait. Même Volodymyr Zelensky, hier, sur son compte X, anciennement Twitter, disait qu'il y avait les preuves vidéo. Il y a aussi les témoignages aussi des survivants, 29 survivants qui avaient entendu des explosions. Oui, bien sûr, et à un certain moment, il y a eu la tentation du côté des Russes de faire valoir que des drones, notamment d'Ukraine, auraient pu être retirés, mais apparemment, il n'y a eu aucune, je dirais, aucune preuve, quelle qu'elle soit, qui puisse attester des dires de cette sorte. Donc, tout convergeait vers cela. Alors après, bien sûr, Poutine va plaider la cause de l'accident, mais il reste quand même un certain nombre de points d'ombre parce que cet avion aurait pu quand même atterrir sur un des 3 aéroports qui est situé à proximité de Grozny. Pourquoi est-ce qu'il a été dérouté et a-t-il fait à haut risque, on le sait, les 300 km pour traverser la mer Caspienne et finalement s'écraser au Kazakhstan? Ça fait partie quand même des incertitudes. Nicolas Tenzer, quelles peuvent être les conséquences en matière diplomatique? On sait qu'on est dans un contexte de guerre pour la Russie avec ces pays qui sont justement concernés, l'Azerbaïdjan ou encore le Kazakhstan. Mais tout simplement, ça va montrer à ces pays qu'une alliance trop forte avec le régime russe actuel n'est certainement pas une bonne idée. Alors les deux cas sont assez différents. L'Azerbaïdjan est de plus en plus proche de la Russie. On sait que c'est la Russie qui avait autorisé les frappes des Azerbaïdjanais contre le Haut-Karabakh et ils sont directement responsables évidemment d'un grand nombre de morts en Arménie. Donc il y a une sorte de vraiment de revirement d'alliance parce qu'au début l'Azerbaïdjan était beaucoup plus proche de la Turquie. Aujourd'hui il l'est toujours en partie mais quand même s'est rapproché de la Russie. Pour le Kazakhstan c'est assez compliqué parce que d'un côté le Kazakhstan est membre de l'organisation du traité de sécurité collective dirigée par la Russie qui est une sorte de mini-OTAN en quelque sorte russe, mais d'un autre côté, on voit le président Tokayev, le président du Kazakhstan, prendre un certain nombre de distances. Par exemple, lors d'une réunion avec Poutine, il s'est mis à parler en kazakh, ce qui a fortement déplu apparemment au chef du Kremlin, et régulièrement, il montre qu'il n'est pas complètement d'accord avec les menées de Poutine en Ukraine. Donc, il y a une volonté assez claire, à mon avis, à moyen terme du Kazakhstan de se distancer de la Russie. D'ailleurs, c'est tout l'enjeu pour les États-Unis et pour les pays européens d'essayer de pousser le Kazakhstan en dehors de l'orbite russe. Pour l'instant, il reste assez dépendant, mais dès que Poutine aura perdu sa guerre, il faut l'espérer en tout cas en Ukraine, on peut penser que les pays d'Asie centrale vont essayer de s'émanciper. Jean Serra, pour essayer de s'immerger au fond dans ce cockpit de cet avion d'Azerbaijan Airlines au moment où justement ces explosions ont été entendues, que peut faire le pilote, au fond? Comment essayer d'atterrir dans une zone de conflit, de guerre, avec des interdictions de survol, avec effectivement des contournements qui sont imposés? Alors, première chose, déjà, l'impact qu'il y a eu sur cet avion, on est nombreux parmi les pilotes à penser et ça a eu un impact sur les gouvernes, sur les liens qu'il y a entre le manche de pilotage et les ailerons qui se trouvent à l'arrière. Donc il y avait probablement énormément de difficultés pour le pilote pour être capable de ne serait-ce que maintenir son avion en palier.
ce que l'on a vu, les images que l'on a vues, ça devait être un combat de tous les instants de cet équipage pour arriver à maintenir leur avion, ne serait-ce que dans l'axe, ne serait-ce qu'à une certaine altitude. Bon, là-dessus, bien sûr, il est en emergency. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a un transpondeur, il a mis le code 7700. Le transpondeur, c'est ce boîtier qui envoie un message radio à tous les radars, à tous les services de navigation, avec un code particulier qui est le code de cet avion. Mais lorsque vous êtes en emergency, avec vraiment un risque très très grave, vous affichez un code 7700. Tous les services aéronautiques mondiaux, quand ils voient 7700, ils savent que c'est la priorité majeure. Et là, qu'est-ce qui se passe? On lui dit non, vous ne pouvez pas vous poser sur les aéroports qui sont autour. Non, vous allez traverser la mer Caspienne, vous allez aller 300 km plus loin et vous avez un terrain là-bas. Mais comment on l'explique? Ça paraît incompréhensible quand vous nous l'expliquez comme ça. Ben, c'est incompréhensible. C'est incompréhensible. Pourquoi l'ont-ils envoyé là-bas? Il y a un terrain qui se trouve juste au bord de la mer Caspienne, le terrain de Makachkala. Bon, là, il n'y avait pas de brouillard. Il pouvait très bien se poser là. Makachkala est un terrain qui se trouve à mi-chemin entre Bakou et puis Grozny. Il pouvait très bien revenir là. Mais d'abord, manuellement, est-ce qu'ils étaient capables de bien piloter cet avion? Quand on voit les écarts de trajectoire, les écarts d'altitude qu'ils avaient, je pense que l'équipage était en train de se battre contre cet avion parce qu'il y a eu plusieurs impacts, entre autres sur le circuit hydraulique probablement, voire sur des câbles et des systèmes qui permettaient de piloter l'avion. Donc on était vraiment dans un cas d'urgence.